Bonjour Michel et Paul. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Merci beaucoup d'accepter cet entretien avec moi sur ma chaîne à propos de votre projet, de votre carrière. Merci à toi de nous inviter. Très content. C'est avec plaisir. Donc vous êtes le duo Brady, vous êtes deux violoncellistes qui avaient une formation classique mais qui aujourd'hui exploraient les musiques actuelles, l'improvisation, des méthodes de jeu un petit peu novatrices, vous allez dans plusieurs directions différentes et il y a beaucoup de facettes dans votre projet. Donc je suis vraiment ravie que vous nous partagiez votre expérience. Du coup, ma première question, Michel, pour toi, comment as-tu débuté le violoncelle? Comment as-tu découvert la musique? J'ai commencé la musique avec ma maman. J'ai pris des cours de piano dès mes, je pense 4-5 ans avec elle. Elle est pianiste, elle n'a pas fait son métier, mais elle a fait beaucoup de piano. Et il a été question, on m'a proposé d'aller au conservatoire, j'étais tout à fait ravie. Et j'ai choisi d'abord le piano parce que je voulais faire comme ma mère, je pense. Ensuite, j'ai choisi la harpe. Et puis finalement, le violoncelle en 3e position. J'ai pris soin de choisir des instruments, on était assis. Ça me semblait, c'est vrai en plus, ça me semblait vraiment important. Et finalement, il n'y avait pas de place en piano, pas de place en harpe. Et donc, j'ai fait du violoncelle. Et en fait, j'étais très très contente de faire du violoncelle. J'ai travaillé avec Aline Bertrand, ma prof adorée, que j'ai eue pendant des années au Conservatoire du Havre. Et en fait, assez jeune, en parallèle au conservatoire, j'ai fait une école de jazz. J'étais au Jupeau, qui n'existe plus aujourd'hui, une école de jazz au Havre. Et donc, j'y allais avec mon violoncelle. Et on faisait des standards, beaucoup d'improvisation déjà. Et par la suite, j'ai pris des cours de piano jazz aussi. Donc l'improvisation et le jazz ont fait partie de ma vie assez vite, finalement, dans mon éducation musicale. Et ensuite, j'ai continué les conservatoires, j'étais un petit peu en région parisienne, puis à Lausanne, où j'ai rencontré Paul. Quelle magnifique transition. Et pour finir, mes études dans la classe de Philippe Muller au CNSM de Paris, mais toujours avec en parallèle, comme toi, des groupes de musique actuelle, de jazz, du rock, avec des pédales à effet, tout un tas de... Les deux, en fait, m'ont accompagnée un peu toute ma vie. Et moi, j'ai commencé le violoncelle, j'avais 5 ans, à l'école de musique de Guérande. J'ai choisi cet instrument un peu comme Michel, pour faire comme ma mère, à qui on avait prêté un violoncelle. Elle s'y était mise à adulte, en fait, elle venait de s'y mettre, et on m'a proposé un instrument, donc j'ai choisi celui-ci. Et d'ailleurs, ma première année à Guérande, j'ai fait énormément d'improvisation avec mon prof. C'est un peu comme ça que j'ai commencé, en fait. Je me souviens qu'il avait écrit des histoires dans un cahier avec des dessins. Et nous, les auditions consistaient à mettre en musique ces histoires, à faire le bruit des mouettes, des bateaux, de la ville, des sirènes et tout ça. Et je pense que mine de rien, ça a servi, ça a été important dans mon goût que j'ai eu aussi toute ma vie pour jouer sans partition. Et donc ensuite, j'étais à Saint-Nazaire pendant des années avec Cécile Grisard au Conservatoire de Saint-Nazaire où j'ai vraiment appris à jouer du violoncelle. Puis je suis allé à Lausanne où j'ai rencontré... Non, je suis passé par le Conservatoire de Nantes aussi entre-temps. Et ensuite, j'ai rencontré Michel à Lausanne. Et là, j'ai passé 5 ans avec François Salk. Et puis en parallèle, pareil, dès le collège, j'ai commencé à aussi jouer dans des groupes de chansons. J'ai monté un groupe qui s'appelait Les Arbivores en 3e, où on faisait de la chanson, on écrivait nos chansons, on improvisait. Moi, je commençais à tester des techniques de PIDS, chercher des choses avec mon violoncelle, imiter plein d'autres instruments. J'ai pris des cours de jazz manouche, j'ai joué avec tous les groupes du lycée, dans plein de styles de musique, donc ça a toujours été très important et très inspirant pour moi de jouer dans d'autres styles aussi que le classique que je faisais au conservatoire. Comment ça s'est passé pour vous d'associer ces explorations au parcours classique avec le répertoire du violoncelle? Au piano, en fait, j'ai eu un prof au Conservatoire du Havre qui me faisait faire aussi beaucoup d'improvisation. Wilhelm Reitzema, qui était un prof vraiment très sympa. Et en fait, quand j'avais une difficulté technique au piano, il me proposait d'improviser autour. Et je crois qu'il y a une méthode pour ça. D'ailleurs, Microcosmos de Bartók, il me semble, est basé sur des exercices. Et puis, il y a des petites séances d'improvisation. Ou alors, c'était lui qui faisait ça, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, dans le classique, il y a eu tellement d'improvisation à travers toute l'histoire.
Évidemment, on l'a un peu perdu aujourd'hui au conservatoire, mais voilà, au piano c'était clair pour moi. Par contre, au violoncelle, je dissociais vraiment ce que je faisais au conservatoire avec ma prof et puis ce que je faisais au Jupo, donc qui était vraiment des standards, de l'improvisation libre, enfin voilà. J'ai mis du temps à me dire qu'au violoncelle c'était possible d'improviser aussi, et puis finalement c'est arrivé un peu au lycée déjà, et puis surtout après le lycée. Où en effet j'étais à la fois au conservatoire classique et puis dans des tas de groupes à côté. Moi je crois vraiment profondément par contre que dans mon parcours, le fait d'avoir toujours fait les deux et d'avoir aussi eu ce prof de piano qui m'a montré à quel point l'improvisation est un outil pour travailler son instrument, travailler la technique, je suis certaine que mes deux formations, entre guillemets, se sont vraiment complétées et m'ont vraiment aidée en fait. Aussi bien sûr, l'improvisation pour le répertoire, pour imaginer des exercices, pour imaginer, même quand je chauffe, aujourd'hui, j'improvise selon mon émotion, mais aussi selon ce dont j'ai besoin. Si je vais, je sais pas, travailler un truc avec des gros démanchés, je vais faire une improvisation avec plein de gros démanchés. Mais vice-versa, bien sûr, la formation classique, l'hyper-spécialisation, le travail d'un instrument, de pousser très loin ça aussi, puis travailler ce répertoire sublime, bien sûr que ça m'a aidé aussi pour être libre en improvisant, et plus on acquiert de la technique, plus on a de liberté aussi voilà, dans l'improvisation. Les deux se complètent énormément. Ouais, pour moi, ça a été pas toujours évident de faire les deux, dans le sens où on se fait embarquer dans un univers ou un autre, et quand on passe dans la même journée d'une répétition de musique de chambre à une répétition de rock dans un studio, à un concert d'orchestre et tout ça, on a vraiment des sensations très différentes sur l'instrument, même auditives, parce qu'entre la musique très amplifiée avec des batteries ou le trio baroque avec flûte à bec, c'est sûr qu'il y a quand même un petit... faut se réadapter un peu en permanence. Au spectacle du lycée, je jouais un trio baroque, et après je faisais du Jimi Hendrix, les cheveux détachés, donc c'était à la fois trop marrant à faire, et en même temps je sentais que des fois je perdais un peu le fil dans la technique, dans le son, dans les choses comme ça, parce que j'étais en construction partout, donc à des moments je me disais je vais faire plus que du rock, parce que c'est comme ça que j'aime jouer, et puis en fait je me rendais compte que non, je voulais tout faire. Et heureusement j'avais une prof, notamment quand j'étais ado, Cécile Grisard, qui était très bienveillante avec ses envies et ses attirances que j'avais pour pratiquer d'autres styles, qui m'a toujours encouragé à le faire, qui m'a invité aussi avec mes groupes aux auditions de classe et tout ça. Donc qui a accepté, qui a été patiente aussi, je pense, à des moments, parce que voilà, je pouvais arriver en étant un peu en décalage dans ma façon de jouer, parce que j'avais passé une semaine de résidence et tout ça, à faire du rock. Donc c'est pas toujours évident, et comme le disait Michel, en même temps c'est le jour où j'ai compris que voilà, plus j'étais en bonne maîtrise de mon instrument, dans comprendre comment il fonctionnait, dans la technique du violoncelle, dans le son, dans le naturel sur l'instrument via le classique, plus j'étais libre dans toutes les autres musiques. Et ça, à partir du moment où j'ai compris ça, c'était je ne me posais plus de questions, quoi. J'avais plus de choix à faire en fait. C'est vrai que les professeurs, moi globalement, ils ont toujours été assez bienveillants, que ce soit Cécile ou François Salk, François Girard à Nantes aussi, ils ont toujours accepté. Après, avec une certaine pointe d'inquiétude, quand ça a été quand même l'idée d'être violoncelliste de métier, est-ce que c'est vraiment pertinent de pratiquer toutes ces musiques en plus de mon apprentissage? Ils n'étaient pas sûrs. C'est parce que, évidemment, ce n'était pas forcément leur métier de violoncelliste, donc ils pouvaient être un peu inquiets. C'est vrai que moi, j'ai entendu des fois de la part de certains profs, ça ne sert absolument à rien de faire de la musique électronique pour ton métier de violoncelliste. Aujourd'hui, force est de constater que c'est mon métier de faire de la musique électronique avec mon violoncelle. Donc finalement... voilà, j'ai aussi eu une rencontre très importante en cours particulier pour le coup avec Frédéric Deville, qui est aujourd'hui dans le Bleu Quintet, donc le groupe de violoncelle et électronique. Et je l'ai rencontré, j'avais à peu près 15 ans. Et c'était mon frère qui l'avait croisé, qui m'avait dit « Va le voir, ce violoncelliste, je pense que ça peut être intéressant. » Et il m'a dit « Tu vois, il joue avec des groupes de rock, il joue avec Jacques Higelin, avec Brigitte Fontaine, avec Trio.
mais il est super fort, tu vas voir. Donc j'appelle ce monsieur, je lui dis voilà, est-ce que je pourrais prendre un cours avec vous? Il me dit oui, oui, viens en studio de répétition dans le 20e. Et là, j'arrive dans un studio à Paris, en plus, ouah, de répète, avec des amplis partout et tout ça. Et puis arrive Frédéric Deville avec un violoncelle électrique. Et en fait, c'était une rencontre géniale parce qu'au lieu de me faire travailler ce que je pensais qu'on allait faire, de l'impro, des nénins, il m'a fait travailler des suites de bac, des études et tout. Lui, il avait une formation CNSM de Paris, quatuor à cordes pendant des années, très très haut niveau de violoncelle. Et il avait bifurqué ensuite vers quelque chose de beaucoup plus large dans les musiques actuelles, dans la variété et tout ça. Donc il avait vraiment cette double casquette. Et donc lui, il m'a vraiment suivi en sachant qu'on pouvait faire plein de musique avec son violoncelle, mais en me poussant vraiment dans le travail du classique. Et donc moi, je l'ai vu à partir de mes 15 ans jusqu'à mes 25-30 ans en cours particulier, parce qu'il cernait très très bien mes besoins, mes attentes et aussi mes attirances de musique. Tandis que moi, c'est vrai que j'ai eu des profs très bienveillants et qui me laissaient toujours faire ce que je voulais à côté, mais sans trop s'en préoccuper quand même. Je me souviens de Philippe Muller. Une fois, j'ai pas bien travaillé ma sonate de Beethoven parce que j'avais des concerts avec mon groupe de rock. Et je me souviens de lui, il a remis ses lunettes, il m'a regardé, il a dit mais la sonate de Beethoven, c'est important aussi. Oui, oui. Mais voilà, il savait très bien que je faisais d'autres trucs, mais aussi beaucoup de musique contemporaine à un moment donné. Et puis, mais voilà, j'aimais bien ça. En même temps, il compartimentait, il s'en souciait pas trop, mais en même temps, il m'interdisait rien du tout. Et... Ce que je trouve intéressant, c'est que en tant que musicien, déjà, souvent on nous dit bah, si tu veux faire de la musique, c'est déjà genre, c'est quoi ton vrai métier? Mais là, même à l'intérieur de ça, le fait que certains musiciens disent ah bah non, on va pas faire du rock, ça peut pas être un vrai métier. Chez les violoncellistes, peut-être que chez les profs violoncellistes, on a mis plus de temps à imaginer et à investir les scènes rock, jazz, quand même par rapport aux guitares, aux percussionnistes, aux batteurs. Enfin, le violoncelle, c'est resté quand même un instrument classique. Puis ça, je pense que ça a changé encore en 10 ans. Là. Maintenant, il y a beaucoup de violoncelle dans les musiques actuelles et aussi juste dans le métier d'indépendant, enfin d'intermittent. Il n'y avait pas tant de violoncellistes à part dans les orchestres. Là où chez les batteurs, les guitaristes, c'est un vrai métier d'être batteur de variété, par exemple, et de faire toute sa vie des tournées. Là où chez les violoncellistes, il y en avait quand même très très peu, quoi. Donc nos profs, ils n'avaient pas forcément des références de gens qui faisaient ce métier-là réellement. Mais c'est vrai qu'au conservatoire, moi j'ai souffert entre guillemets d'un petit manque de perspective à des moments. C'est qu'il était clair au CNSM qu'on était formés et qu'on allait devenir soit musicienne d'orchestre, soit prof, soit éventuellement soliste, chambriste. Et moi, c'est vrai que sans vraiment le savoir, parce que j'étais vraiment dans ce moule-là, mais en fait, je rêvais d'autre chose. Je rêvais de quelque chose un peu différent. Je rêvais déjà d'organiser des événements, de créer des rencontres. J'avais un peu l'esprit un peu créatif, mais un peu, j'allais dire, d'entreprise. Mais enfin, j'avais envie de créer des choses, une asso, d'aller jouer dans des lieux pas forcément dédiés à la musique classique. Et je me voyais... pas tout à fait dans ces cases-là, entre guillemets. Et c'est vrai que je crois que les choses changent aussi aujourd'hui. Au conservatoire, ils proposent peut-être davantage de formations pour apprendre à créer son association, créer son festival et tout ça. Moi, en fait, ma vie aujourd'hui, elle est assez différente de celle qu'on me dessinait à l'époque. Voilà, c'est normal. Le conservatoire est un lieu de spécialisation et c'était génial aussi de vivre ça. Mais bon, moi, ma vie, elle est un peu à côté aujourd'hui et je suis bien contente. Donc à la fin de vos études, vous avez commencé du coup à explorer la scène et c'est là que vous êtes rencontrés, enfin pendant vos études, c'est ça? Ouais, pendant nos études. Ouais. Et le duo Brady du coup, parce que t'as mentionné le Bleu Quintet tout à l'heure, donc on va en parler aussi, mais le duo Brady c'est vraiment vous deux violoncellistes acoustiques ensemble. Comment il est né? Eh bien, le duo Brady est né parce que on était en coloc, en fait, figure-toi, avec d'ailleurs un troisième violoncelliste, Romain. À l'époque, on était donc à l'EMU de Lausanne. Et tout de suite, avec Paul, on s'est mis à jouer ensemble beaucoup parce qu'on avait un peu ces références communes, ces habitudes de jouer aussi dans des groupes de musique actuelle, de faire beaucoup d'impro. Donc, on a passé je ne sais combien de soirées à jouer du violoncelle ensemble, très tard le soir et à faire la fête et tout ça.
Et peu à peu est née l'idée de créer un vrai duo de violoncelle. Donc au départ d'ailleurs on jouait aussi du répertoire, des duos de barrière, des duos, voilà, mais ça on l'a quand même vite quitté. Aujourd'hui on écrit notre musique, c'est vraiment ça qui nous passionne, qui nous amuse. On écrit tous les deux de la musique et qui s'inspire de toutes les musiques qu'on aime, donc aussi bien effectivement les musiques actuelles. Il y a beaucoup d'inspiration des musiques actuelles. En fait, on utilise nos violoncelles pour imiter des instruments comme des synthétiseurs ou des guitares folk. Voilà, évidemment, on est un peu dans le champ du jazz, bien sûr, puisqu'il y a aussi beaucoup d'improvisation dans ce qu'on fait. Le duo Brady sur scène, c'est aussi de longues plages où on ne sait pas ce qui va se passer, où on se fait des surprises, et ça, moi, j'adore. Et donc voilà, petit à petit, le duo Brady s'est construit. Au fil des années, ça fait 12 ans qu'on joue ensemble, maintenant, je crois. On s'est rencontrés le 9-9-9, le 9 septembre 2009. C'est un duo qui est un peu un laboratoire et qu'on chérit parce qu'on y met vraiment ce qu'on veut et on fait un peu ce qu'on veut et c'est super. D'ailleurs, la toute première fois qu'on a joué en concert, c'était quand même une commande officielle de François Salk dans un de ses festivals. Il est directeur artistique de plein de festivals. Et lui était très intéressé a toujours fait du jazz et très intéressé par ça. Et quand il a eu vent qu'on commençait à improviser ensemble, il nous a dit « Bon, bah, moi je vous programme sur un concert ». C'était la première fois qu'on a joué, du coup on a dû écrire quelque chose ensemble parce qu'il y avait une échéance. Et on a écrit Brady. Et on a écrit Brady qu'on joue toujours aujourd'hui. Brady qui en fait, c'est aussi le nom de notre duo, vient du passage Brady, donc, qui était le passage parisien dans lequel il y a plein de restaurants indiens et pakistanais et dans lequel j'ai vécu quand je suis arrivée à Paris. Donc Paul me retrouvait là, on avait cette commande, effectivement, il fallait qu'on écrive un morceau pour de vrai. Et on était au-dessus d'un restaurant indien, moi j'habitais au-dessus d'un restaurant indien, c'était génial, j'entendais, en travaillant mon violoncelle classique, mes concertos techniques et tout, j'entendais la musique Bollywood toute la journée en bas de chez moi. Et Paul me rejoignait, voilà, de temps en temps, et là on a écrit ce morceau Brady. Au départ, en fait, notre manière d'écrire de la musique, c'était vraiment ça. C'était vraiment, on partait d'une improvisation. On improvisait pendant des heures, et puis on enregistrait souvent aussi pour ensuite réécouter, se dire tiens, ça c'était bien, ça c'était... On l'enlève, et puis on a construit les morceaux comme ça. Vraiment, on est parti pour ce premier projet qu'on a fait ensemble, qui contient Brady, du violoncelle, véritablement. Et aujourd'hui, ça a un peu changé, notre manière de fonctionner dans le duo Brady. On a envie d'écrire une musique, on a une musique dans la tête, on a une musique dans le cœur, et on va l'écrire plutôt sur partition ou sur logiciel, et ensuite on va l'arranger pour de violoncelle. Si bien qu'on ne se soucie pas en fait au début de savoir si c'est jouable ou non, et on s'est retrouvés à galérer. En tout cas, ce qui est agréable aussi, c'est de vraiment travailler longtemps pour réussir à jouer notre musique, et ça c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Il y a un petit challenge en concert, je pense au morceau Technoïda, qui est un morceau qu'on a écrit vraiment pour imiter de la techno, en fait, vraiment, le style techno, et par petites cellules, par petites touches, si bien qu'aujourd'hui, Paul, il se retrouve à faire des baillards. Si je fais une démonstration, on a imaginé d'abord des sons isolés. Donc, par exemple, si je tape comme ça, avec le poignet derrière, ça fait un son un peu sourd avec beaucoup de graves, et en fait, amplifié, ça va donner tout de suite un effet grosse caisse qui est très intéressant, qui, si on tape devant, par exemple, disparaît parce qu'il y a le clac tout de suite. Donc on a vraiment besoin de ce côté sourd. Je voudrais dire qu'on a fait vérifier chacun de nos percussions violoncellistiques à notre luthière, Sandrine Haussmann. Donc c'est luthier friendly, voilà. Et effectivement, elle nous a expliqué quand même qu'il ne fallait pas taper à gauche, par exemple. Ne surtout pas taper là. Parce qu'il n'y a pas la barre d'harmonie, je crois, qui protège. Donc voilà, à ne pas reproduire. Do Brady n'est pas à reproduire chez soi. Non, je rigole. Toujours vérifier avec son luthier ou sa luthière. Et donc en fait, moi par exemple, à des moments, je fais la grosse caisse derrière, et puis espèce qu'on va appeler la caisse claire, ici. Ça va. Donc là, ça va. Mais à un moment, j'ai juste un temps pour continuer une grosse caisse et en même temps rentrer une harmonie qui va faire...
déjà qu'il y ait un peu galère à la main gauche, qu'il y a l'unisson, qu'il faut que ça soit juste. Et il faut que la grosse caisse continue. Donc finalement, je l'ai trouvé ici, mais il faut quand même faire l'harmonie. Et ça, en fait, de basser deux. En toute discrétion. Voilà, c'est un geste qui est quand même un petit peu, quand on s'est dit maintenant l'enregistrer, il faut le faire en live, comment faire en sorte que ce soit quand même fluide, pas trop galère, pas trop raté, qu'on garde le tempo. On l'a enregistré par petits bouts. Voilà. Donc effectivement, quand il a fallu le jouer vraiment en mode concert, et puis surtout en étant un peu... en montrant pas la difficulté, et ben, c'était toute une affaire. Mais en même temps, c'est très marrant à faire. Au début, moi, je me suis dit, on va pas y arriver, ça va être vraiment galère en concert, ça va être décevant par rapport à ce qu'on a enregistré. Et finalement, on a dû réarranger et en fait, c'est très rigolo à jouer, quoi. Ça devient une chorégraphie, en fait, un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, ce morceau, c'est que c'est devenu un réflexe et donc il y a vraiment quelque chose qui est dans mon corps, qui est intégré. Et donc voilà, c'est une choré, quoi, presque, un peu, entre guillemets. Et ça, j'aime bien travailler comme ça. Moi, j'aime bien travailler à partir du corps et que les choses deviennent des réflexes physiques et qu'elles soient simples et fluides et ergonomiques et tout ce que tu veux. Et il faut savoir quand même qu'effectivement, ça marcherait pas tout à fait si on n'était pas sonorisé. On fait de la techno acoustique, c'est-à-dire qu'on crée tous les sons nous-mêmes. Il n'y a pas de pédale à effet ou de distorsion du son ou quoi que ce soit. Par contre, on est sonorisé, chacun on a 3 micros et qui ne servent pas à la même chose. Il y en a qui sont collés vraiment sur la table, d'autres qui sont en colle de cygne comme ça, et puis un autre tout simplement un micro normal. Oui, d'ailleurs, juste pour le... En fait, là, c'est une cellule qu'on vient coller sur la table et en fait qui capte la vibration et qui fait un son très très moche si on joue de l'archet ou voilà. Par contre, pour tout ce qui est percussion, il suffit de couper tous les aigus dans le son du micro et de gonfler un peu les graves et là ça devient vraiment une machine, donc ça c'est génial. Et ça c'est le travail de notre ingé son, donc on travaille avec, en fait on pourrait dire qu'on est le trio Brady. Parce que donc Anaïs Georgel qui est en alternance avec Paul Alcalaf, tous les deux, eh bien, ils ont vraiment travaillé notre set de manière à eux aussi. Ils sont dans une chorégraphie, ils nous suivent parfaitement, ils lancent un micro, ils l'éteignent tout de suite, et donc ça fait ressortir des grosses caisses. Puis surtout dès qu'on passe à l'archet, il faut l'enlever. Enfin, tu vois, il y a vraiment un suivi, une choré qui est un travail qui nous a pris aussi du temps. Et aujourd'hui, on n'est rien sans eux. Ah ouais, non, ça fait sinon, vraiment c'est pas assez sonore, ça fait pas les bons sons. Là, il y a eu vraiment un travail de produire les sons, quoi, pour qu'ils sonnent vraiment comme de la musique actuelle, quoi. Que ce soit vraiment presque de la techno pour de vrai. C'est ultra intéressant, effectivement, cette dimension avec le travail du son, même sur de l'acoustique. Ouais, ouais. Exactement. C'est de l'acoustique au sens où, voilà, on est allé chercher les sonorités. Moi, je joue beaucoup avec tous les sons qu'on peut trouver au violoncelle, qu'on ne va pas forcément chercher d'habitude. Mais ensuite, voilà, on a travaillé avec Anaïs et Paul et ça y est, on fait de la techno, quoi. Et sa grosse caisse, t'aurais pas pu le lui faire un temps ou deux, le temps qu'il se place? Non, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu joues à ce moment-là, toi? Non, je suis très occupée, moi je fais une mélodie par-dessus. Ah, d'accord. Tu veux dire, tu joues un élément à la fois? Je le regarde galérer comme ça. Je dis... Non, mais si, on se passe beaucoup. Il y a quand même, tu fais de la grosse caisse à des moments, vraiment chaque rôle, nous c'est aussi ce qui est hyper important dans le duo, c'est que quel que soit le morceau qu'on joue, que les rôles entre la basse, l'accompagnement, le thème, l'harmonie, ça circule en permanence. Donc on se passe tout le temps les mélodies et tout ça. On ne veut pas être voilà, toujours la même personne qui accompagne. Et, voilà. Et dans le morceau, on fait circuler le thème tout le temps. À la grande joie de l'ingé son qui du coup est là. Et quand... et c'est pareil, Anaïs ou Paul, ils ont un moment, c'est vraiment « Ah, attention, Michel, elle va passer d'un thème d'archet à un kick, donc il faut que je coupe 2 micros, que j'en allume un autre en une fraction de seconde, pendant que Paul, à côté, il fait la même chose, il inverse aussi, donc ils doivent être un peu sur 4 mains. Hop, à un moment, il y a tout qui change, et ils ont un quart de seconde oui, pour c'est vrai le que faire. ça leur faciliterait la vie si Paul faisait toujours la grosse caisse et moi toujours le thème, mais bon, c'est plus rigolo de... C'est aussi l'intérêt de violoncelle, quoi. C'est d'avoir 2 instruments pareils mais différents en même temps, qui jouent la même chose. C'est beau.
Mais c'est ce qui est aussi très intéressant, parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est beau. Ce qui est fascinant aussi dans votre duo, c'est le côté visuel. Quand on regarde vos vidéos, bon, vous êtes maquillés, vous êtes habillés, mais il y a aussi quelque chose d'incroyable visuellement capté par la caméra. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime énormément travailler. Comme tu dis, que ce soit le costume ou le maquillage, on est maquillés tous les deux d'ailleurs, il n'y a pas que moi, on a des paillettes et ça participe vraiment pour nous à raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Là, le dernier projet en date, c'est La vie d'après. On parle de futurs inventés, dystopiques, utopiques, des futurs joyeux, des futurs plus inquiétants. On se demande ce qui va nous arriver. Et donc nous, on s'est un peu mis dans un costume de droïde ou d'extraterrestre, enfin de loin, mais voilà, c'est du métallique, des choses qui brillent. Et puis on a aussi travaillé la lumière. On a fait une création de lumière avec Diliana Vekov qui nous a créé une petite navette spatiale autour de nous. On n'a pas toujours l'occasion, c'est toujours compliqué de venir avec les lumières, donc ça dépend des concerts. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous pour raconter vraiment l'histoire du projet, de ce qu'on a envie de dire. Et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a plu aussi dans les musiques actuelles et dans la variété, dans la pop. C'est en fait le côté, comment dire, mis en scène, presque spectacle, et aussi le côté participatif avec le public. Moi, j'aime énormément, on insère de plus en plus dans nos concerts, et on va le faire encore plus, des petits mouvements de mise en scène, des petits mouvements de chorégraphie. Parfois, c'est pas grand-chose, juste on va se tourner au même moment, et en fait, il y a quelque chose qui attrape, je pense, l'œil, et qui donne une autre dimension, qui sort de la dimension du concert, voilà. Étant dit, évidemment, que moi j'adore les concerts très sobres aussi, sans lumière, où on est habillé en noir, on joue et puis il n'y a pas de lumière, c'est autre chose, c'est magnifique aussi. Mais là, c'est vrai qu'avec ce duo, on a eu envie de presque se prendre pour des chanteurs et des chanteuses de pop, quoi. Et aussi, voilà, ça permet une communion, enfin quelque chose de participatif avec le public que j'aime beaucoup. On les fait un peu danser, on leur apprend nos mouvements de chorégraphie. Et c'est quelque chose qui est aussi un peu peut-être étonnant de la part de deux violoncellistes. Mais moi, peut-être que en fait, j'aurais voulu être chanteuse de pop. Et du coup, je me sers de mon violoncelle pour le faire. Moi, là, je fais beaucoup de concerts avec une chanteuse qui s'appelle Sandra Nkake et un flûtiste qui s'appelle Gidru. On est tous les trois sur scène. Et moi, j'apprends beaucoup de ça avec ce trio parce que c'est deux artistes qui ont vraiment un naturel très très fort pour communiquer avec le public, pour rentrer en discussion, les faire chanter, vraiment les intégrer au concert. Et en fait, c'est vraiment hyper sympa et assez inspirant. Et puis, c'est pas forcément... moi, je viens pas du tout de ce genre de concert à la base. Je viens plutôt des concerts classiques et qui sont super aussi, effectivement. Mais c'est vrai que pour le duo Brady, c'est cohérent pour nous de se dire, allez, on va embarquer tout le monde avec nous aussi dans la communication, dans la discussion, dans les faire taper dans les mains, éventuellement qu'ils dansent avec nous à des moments dans le public, et ça crée des moments super sympas. Et puis, pour des questions pratiques, c'est aussi important pour nous qu'on apparaisse en photo, en vidéo, dans un cadre complètement différent d'un cadre classique, pour qu'aussi ça soit très clair qu'on fait pas de la musique classique, on se présente en tant que duo de musiques actuelles. Oui, c'est ça, voilà, les gens pensent venir voir le concert dans le Temple avec le duo Brady, le duo de Barrière et d'Offenbach, et puis c'est Technoïda et Systole, où on est debout avec des paillettes en train de danser, donc forcément, ils peuvent être déçus. Mais en même temps, vous emmenez le public de manière très douce. Enfin, moi, pour avoir assisté à l'un de vos concerts, c'était pas le duo Brady, c'était le Bleu Quintet, et on va en parler. Mais même si je savais à quoi m'attendre un petit peu, mais je m'attendais pas à une telle progression dans le concert, de partir quand même de quelque chose de très soft. J'ai trouvé avec une certaine douceur dans les sons, jusqu'à vous avez fait lever la moitié de la salle, donc c'était vraiment chouette. Et donc peut-être que vous nous emmenez aussi vers
vers un endroit où si on avait eu ça tout de suite, on n'aurait peut-être pas accroché. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Le technoïda en question que Paul a montré tout à l'heure, on le réserve plutôt pour la fin. C'est un peu aride d'arriver et de jouer ça tout de suite. Donc en effet, la manière dont on construit la dramaturgie du concert, du set, elle est hyper importante chez nous. Et que ce soit dans le duo Brady, effectivement, ou dans le projet de Paul, le Bleu Quintet. Ouais, dans le Bleu Quintet, où donc on est 5 violoncelles et électroniques. Là, pour le coup, c'est moi qui écris la musique parce qu'au départ, j'étais tout seul, en fait. C'est un projet sur lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années, avec lequel j'ai commencé avec des pédales à effet, des boucleurs, en improvisant, en composant et tout ça. Et d'ailleurs, le côté très acoustique, il vient du fait que mon premier morceau, il s'appelle Bangalore. Et c'est très inspiré de la musique indienne parce que j'avais écrit ce morceau en revenant d'un voyage en Inde où j'avais pris des cours de musique indienne, notamment. Et donc, au départ de ce projet, il y a quelque chose de très acoustique, très naturel sur violoncelle, avec beaucoup de violoncelles qui se superposent, je fais des boucles. Et au fur et à mesure des années, et aussi de mes expériences que j'avais vécues en tant qu'auditeur ou en tant que musicien dans les groupes, j'ai eu envie de tester en allant plus dans la saturation, dans la techno, dans les rythmiques, dans des sons tendus, dans des styles de musique beaucoup plus électriques, on va dire. Mais c'était important quand même pour moi que l'histoire qui se passe dans le concert retrace un peu toutes ces facettes qui, moi, m'animent. C'est-à-dire, je suis attiré par les musiques très acoustiques comme les musiques très très saturées, comme très techno. Et comment garder un peu ce fil du violoncelle, mais en traversant un peu tous ces paysages. Et du coup, moi, c'était important pour moi qu'à 5 violoncelles, on aille à la fois dans la musique indienne, dans l'évocation de la musique indienne plutôt, avec quelque chose de très intérieur, acoustique, jusqu'à quelque chose d'hyper saturé, où là, il n'y a plus aucun son rond et chaleureux du violoncelle, et qu'on n'est que sur du bruit, en essayant d'aller trouver une forme d'extrême, d'aller vraiment dans des extrêmes très forts, quoi. Tout en restant cohérent, c'est pas toujours... Et la différence avec le duo Brady, c'est que là, effectivement, c'est pas les violoncellistes qui jouent sur scène, Justine, Louis, Fred, moi et toi, Paul, on est complètement acoustique, on a une prise de son très classique, pour le coup, et on joue vraiment de l'archet ou des picks d'une manière normale, entre guillemets. Et par contre, on joue avec une bande électronique qui, elle, est fabriquée par Paul et Grégoire Vaillant, qui était le producteur électronique avec qui tu as travaillé. Et vous avez travaillé à passer le son du violoncelle et là à le distordre, à rajouter des octaveurs ou des effets dans tous les sens. Et c'est cette bande-là qui est lancée en même temps qu'on joue. Donc il y a un côté vraiment, pour le coup, musique actuelle pour de vrai, puisqu'il y a eu ce travail-là. Oui, d'ailleurs, j'ai un souvenir très marrant et très fort aussi avec Grégoire Vaillant, justement, qui est producteur électro, où on était sur le morceau qui s'appelle Punk, qui est vraiment extrêmement saturé, mais pourtant, dans les bandes électro, c'est que du violoncelle. Et en fait, il m'avait mis un casque, un métronome dans l'oreille, comme ça j'avais la pulsation, donc ça faisait une base. Moi, j'avais mes idées de motifs un peu inspirés de groupes comme Rage Against the Machine ou des choses comme ça, donc des gros riffs très saturés de guitare. Et on avait passé le violoncelle dans un simulateur d'ampli, une pédale de disto, et puis après, il y avait l'ordinateur au bout dans lequel on pouvait rajouter encore des choses, des effets. Et moi, je jouais tout un tas de choses, j'étais tout seul, j'avais juste le clic. Et lui, il tournait des boutons, il appuyait sur des choses, et il trafiquait le son en direct. Et donc le son que j'entendais me faisait changer mon mode de jeu, parce qu'en fait, ça changeait, donc j'avais envie de partir sur un thème, parce que d'un coup, il y avait une énorme reverb et un grand thème, ça faisait quelque chose de complètement planant et en même temps très puissant, et d'un coup, ça devenait très grave, donc j'avais envie de faire un PID. Et en fait, ça a créé une bande, on a fait ça pendant 1 heure, je pense. Donc il y avait 1 heure de violoncelle avec plein de sons, plein de riffs et tout. Et après, lui, il a pris tout ça, il a commencé à empiler de manière complètement instinctive. Et ça a créé ce morceau avec des espèces de contre-chants étranges, des sons complètement inattendus, qui viennent tous du violoncelle, quoi. Et pour le coup, produire ce genre de sonorité, moi, j'aurais pas pu le faire. Il fallait vraiment quelqu'un dont le savoir-faire, c'est de manipuler des machines. Et lui, il s'est servi de ce nouveau synthétiseur pour lui, un peu, qui était le violoncelle, pour créer du son, quoi. Donc c'était vraiment hyper marrant et hyper sympa à faire. Et quand vous parlez
du coup du Bleu Quintet avec une bande, du coup, est-ce que vous êtes moins libre vu que tout est écrit et au clic et vous devez suivre, enfin vous pouvez pas vous arrêter et faire ce que vous voulez comme avec le duo Brady. Et la part d'improvisation là-dedans, il y en a une? Oui, il y en a une, et heureusement, c'est vrai, parce que je pense que c'est des moments de respiration qui font beaucoup de bien. La musique de Paul, elle est très écrite, et comme on est avec cette bande, on n'a en effet pas la possibilité d'en sortir, d'ajouter une mesure ou une autre. On a d'ailleurs un clic aussi dans les oreilles, obligatoirement, pour être vraiment bien, bien ensemble avec la bande. Après, évidemment, c'est aussi du travail. On n'est pas contraint par cette chose-là. Enfin, il y a quand même... on est, comment dire, moi je me sens très bien, en tout cas, de jouer la musique tu te sens bien. Je me sens bien dans le projet. Mais c'est quand même très agréable. Chacun à notre tour. On a des moments d'impro seul, et puis parfois on se rejoint les uns les autres, et on se fait aussi beaucoup de surprises, et heureusement qu'il y a ça. Et puis de toute façon, c'est un peu l'ADN de nos projets en général, c'est qu'on aime vraiment beaucoup improviser sur scène, et ne pas savoir exactement à quoi va ressembler un concert. Moi, j'ai un souvenir extra d'un concert qu'on a fait dans le nord de la France, à je ne sais plus exactement où, mais c'était une petite chapelle. Donc en plus avec le Bleu Quintet, tout le dispositif d'enceinte à Olchin. Vraiment, c'était marrant, le contraste aussi. Enfin voilà. Et Fred, on a fait un pari avant d'aller sur scène. Je lui ai dit chiche, que tu chantes un truc un peu liturgique, quoi. Chiche. Ah oui, un choral. Un choral ou je sais pas quoi, un truc sacré, quoi, parce qu'on est dans cette église, et puis bon, il rebondit pas trop dessus, puis moi j'oublie. Et arrive le moment d'improvisation de Fred. Je le vois poser son violoncelle, gonfler le torse, et puis il se met à chanter un kyrie de je sais plus quoi, enfin, et vraiment à plein poumon. Et voilà, c'était ça son improvisation ce jour-là, c'est qu'il a chanté pendant 5 minutes, et c'était génial, et on était tous morts de rire sur scène. Ouais, c'était super. Et en même temps, c'était très beau parce qu'il le faisait super bien. En plus, il a vraiment appris le chant grégorien et tout. Donc, d'un coup, c'était complètement surréaliste et en même temps très beau et très touchant. Et ça contrastait. Enfin, c'était super. Et je crois qu'il y a vraiment ce truc avec l'impro, moi, qui me plaît énormément. C'est ça. C'est de ne pas savoir exactement ce qui nous attend. Parfois, l'improvisation, c'est ça. C'est raconter une histoire, c'est parler de ses émotions. Parfois, les émotions, elles sont peut-être plus calmes, voire même tristes. Et c'est super de déposer ce truc-là, parfois sur scène. Parfois, au contraire, on rit énormément. Il se passe des trucs complètement rigolos et loufoques, comme cette fois-là. Donc, j'adore ça. Est-ce que ça s'enseigne, l'improvisation? Est-ce que vous l'enseignez à des élèves? Eh bien, oui, carrément. On l'enseigne dans le cadre d'un cycle d'ateliers d'impro qu'on a mis en place dans un théâtre à Paris qu'on adore, le Lavoir Moderne Parisien, là où tu es venu voir le Bleu Quintet. Et en fait, c'est quelque chose qu'on adore faire. Maintenant, on a un petit groupe en plus qui s'est constitué, donc c'est vraiment ouvert à tous les niveaux. C'est ça qui est génial aussi avec l'improvisation, c'est que tout le monde s'enrichit les uns les autres. Parfois même, les personnes qui ont peu de pratique d'instruments et qui découvrent un peu sont peut-être moins finalement limitées par l'absence de partition, parce que l'absence de partition peut vraiment faire peur, et c'est un saut dans le vide en fait, hein, l'improvisation. Mais voilà, donc on a mis en place ça. On a une première édition d'un stage aussi qui sera dédié à l'improvisation, notamment d'ailleurs pas que, un stage de violoncelle, tout style de musique confondu. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que moi, en tout cas, ça me nourrit aussi beaucoup. Et je trouve ça extrêmement touchant de voir des personnes, des instrumentistes ou des élèves en conservatoire se lancer dans cet exercice qui est assez vertigineux en fait. Ça nous est arrivé une fois qu'il y ait une petite fille qui pleure. Non pas parce qu'on était méchants. C'est toi qui l'as fait pleurer, je crois, non? Non, mais parce qu'elle était submergée en fait de trac aussi, de ne pas savoir quelle note jouer, de ne pas savoir quoi faire, et en fait ça provoque plein de choses, et c'est des moments d'échange assez forts, vraiment. Enfin, moi j'aime énormément ces moments-là d'atelier. Et puis c'est vrai que moi, l'improvisation, je l'ai beaucoup appris en passant des heures
avec d'autres gens à jouer sans partition. En fait, c'est pas finalement bon, j'improvise un peu chez moi et tout ça, mais tout seul. À un moment, on se retrouve un petit peu, bon, j'apprise un peu, mais à un moment, je sais plus trop quoi faire. Quand on est 10 en rond là, avec tous les violoncellistes, ben en fait, on a plein de façons de faire de l'impro ensemble. On peut faire de l'impro libre, on peut faire un bourdon, improviser individuellement les uns après les autres, on peut créer des rythmiques, tout le monde ensemble. Et moi, c'est ce temps-là en fait que j'ai passé beaucoup. Je me souviens mes cours de jazz manouche en troisième. Je passais des heures à faire les bases des accords pendant que les 14 personnes du groupe faisaient leur chorus. Et bah, c'est du temps qui est un peu où on rentre un peu dans un état presque de méditation en fait. Et c'est là aussi que se connectent un peu toutes les habitudes de jeu, de réflexes d'envie. On essaie des choses, on se laisse un peu aller en fait. Et nous, c'est ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment le côté collectif. On joue tout le temps ensemble, tout le monde joue tout le temps. Bon, il y a aussi des duos, des trios, des choses, ou alors on s'observe, mais il y a beaucoup d'imitations, beaucoup de... Ouais, c'est vraiment un moment où on est une quinzaine tous ensemble, et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et je trouve ça vachement chouette. Et parfois, il y en a qui se révèlent, hein, c'est assez fou. Hein. Il n'y a pas longtemps, on était au conservatoire de Cholet. Et puis, on avait été invité, super prof de violoncelle là-bas, qui avait envie de proposer cette ouverture-là à ses élèves. Et il y en a un notamment qui vraiment s'est mis à jouer très fort, très timbré, avec plein de doubles cordes, et puis qui s'est vraiment mis dans un truc très énergique et très puissant. Et la prof nous dit, non mais c'est dingue, quand on joue, je sais pas, concerto de Chausta, je sais pas, il y a plus de timidité, alors que là, il est vraiment allé. Et en fait, l'improvisation, c'est évidemment une fin en soi. C'est génial d'improviser sur scène. Bien sûr, c'est génial de la pratiquer et de se produire en improvisant. Mais c'est aussi un outil qui est vraiment incroyable pour développer un tas de trucs. Et là, c'était clair que en fait, se libérer peut-être de la partition à ce moment-là a permis d'aller chercher des choses. Souvent, techniquement, c'est impressionnant. Là, l'autre jour, c'est pareil. Les élèves qu'on a vus, ils vont chercher des trucs très hauts dans le manche parce qu'en fait, c'est pas écrit. Si c'était écrit, on chercherait vraiment à être bien juste sur chaque note. Et je les voyais là parcourir tout le manche en s'en foutant un peu, en fait. Enfin, et c'est génial. Ça permet de développer des techniques et tout. Enfin, c'est fabuleux, l'improvisation. Ça permet aussi, je trouve, moi c'est comme ça que je l'ai étudié quand j'étais petite dans mon école. On partait des standards et donc des grilles d'accords et on analysait, c'est ce qu'on fait dans le classique aussi, hein, entre parenthèses, mais on analysait vraiment les accords, la partition, et on insistait beaucoup sur ce qui était une tension, ce qui était une détente, là où les accords étaient très enrichis. Je me souviens, il fallait interpréter en tension. Évidemment, encore une fois, c'est pareil que ce qu'on apprend en solfège dans le classique, mais je ne sais pas pourquoi ça m'avait frappé davantage à l'école de jazz. Et en tout cas, ça aide à interpréter ensuite des morceaux aussi. Enfin, voilà, c'est très riche en fait l'improvisation. Et non, c'est tout. C'est très riche l'improvisation. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'improvisations dans chaque univers musical, chaque style, chaque pays, il y a des improvisations très aussi théoriques et complexes à appréhender dans le jazz et tout ça. Donc c'est vraiment un monde infini, quoi. Nous, on pratique une improvisation globalement très libre. On aborde aussi avec les élèves un peu d'harmonie, on fait un peu d'accords, on fait des choses comme ça, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est par exemple l'improvisation jazz, que Guillaume Latil, un violoncelliste qu'on a invité pour le coup pour faire un atelier, lui il est très spécialisé là-dedans, donc beaucoup plus que nous, quoi. Effectivement, nous on ne s'est pas complètement spécialisé dans des impros très spécifiques, c'est davantage un outil et aussi une manière de se libérer, voilà, mais... Et Michel, tu nous disais tout à l'heure que tu étais très attirée par l'organisation, que tu avais voulu créer une asso, que ça t'intéressait d'organiser des événements. Est-ce que c'est principalement ce que vous faites aujourd'hui ? Vous organisez tous les événements que
enfin, vous produisez, vous créez tout de A à Z? C'est vrai que ma vie aujourd'hui, c'est plus la vie d'une musicienne uniquement interprète et qui fait des concerts. J'ai aussi, alors peut-être pas à 50%, peut-être moins quand même, mais voilà, cette casquette de directrice artistique que j'adore. Et en effet, en 2020, j'ai créé une association qui s'appelle le Ponton des Arts. Puis Paul m'a rapidement rejoint. C'est aussi une structure qui nous permet de diffuser, puis de produire nos projets. Une structure qui a produit nos disques aussi, nos 2 disques du duo Brady notamment. Et presque un label en fait. Et qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de plein de publics, de faire des ateliers, de créer toutes nos envies en fait, et je trouve ça formidable. C'est évidemment une charge de travail qu'on a appris sur le tas aussi d'ailleurs, parce que on n'en avait pas tellement parlé quand je suis sortie du conservatoire, ni pendant le conservatoire. Et il y a quelques années, on a eu une magnifique rencontre. C'était à l'époque où j'avais un duo guitare-violoncelle, le duo Soléa. Et on nous a proposé la direction artistique d'un festival de musique classique dans un lieu que tu connais maintenant, le Lavoir moderne parisien. Et donc le festival s'appelle la Semaine classique du Lavoir. À l'époque, donc j'étais avec on était tous les 2 en binôme avec le guitariste avec qui je jouais, qui aujourd'hui est vidéaste et d'ailleurs fait les vidéos de nos clips, et voilà, mais qui m'a laissée seule à la barre. Et donc c'est vraiment une grande joie pour moi de faire ça aujourd'hui. Aussi d'essayer un maximum de proposer un événement autour du répertoire classique et contemporain, mais qui soit le plus convivial possible, qui soit le plus inclusif. Ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien et qu'il n'y ait pas peut-être que du public qui connaît déjà la musique classique. Donc c'est un cadre, c'est en plein milieu de la Goutte d'Or, c'est un cadre aussi très chaleureux parce qu'il y a un bar, il y a maintenant un four à pizza aussi, enfin voilà. Mais avec Paul, on a aussi la direction artistique d'un 2e événement musical, c'est Passage Brady en musique. On est revenu sur nos terres de départ. Et il y a une petite place très sympa où pendant une après-midi, l'été, il y a des groupes qui viennent jouer. C'est tout gratuit, c'est pour le public qui passe. Et pour le coup, c'est pas que classique. Il peut y avoir du classique, mais il y a aussi de la chanson, il y a eu du flamenco, il y a parfois un magicien. Et il y a à chaque fois un Mathieu Bolcato qui est un chef de chœur et qui propose la chorale éphémère, qui est en fait une chorale qui se crée pendant 1 heure et qui après n'existe plus. Il y a juste un concert à l'issue de cette répétition qui est dans le passage, donc les gens qui passent peuvent venir chanter un petit peu. Voilà, il fait tout de suite 4 voix, c'est quand même assez... ça rigole pas, hein, ça envoie. Et à la fin, il y a un concert au milieu de l'après-midi, entre les groupes et tout ça. Donc ça, c'est vrai que moi, je trouve ça trop joyeux, en fait, d'organiser des événements. Si je fais de la musique aujourd'hui, c'est clairement parce que j'adore ça, que j'adore mon instrument, mais j'ai besoin aussi d'en sortir parfois. Et si je fais de la musique aujourd'hui, c'est aussi pour vivre des moments de partage, de convivialité, pour faire la fête. En fait, c'est un peu une excuse pour moi pour quand même faire la fête, globalement. Et se retrouver, et nouer des liens, et puis voilà. Et j'aime profondément le violoncelle. J'aime aussi... faire des pizzas. Oui, non mais c'est vrai, mine de rien, j'aime aussi faire d'autres choses dans la vie. Et j'ai quelques années, j'ai fait un projet où j'ai eu envie de chanter, par exemple. Donc là, je me suis mise à prendre plein de cours de chant. Et puis j'ai écrit des pièces où je chante en même temps que je joue du violoncelle. J'ai passé commande à des compositrices qui m'ont aussi écrit des pièces comme ça. Enfin voilà, je trouve ça important dans ma vie d'être très à l'écoute de ce que j'ai envie de faire. Et le Ponton des Arts nous permet aussi vraiment, on a une petite équipe autour de nous maintenant j'allais dire de réaliser nos rêves, mais c'est peut-être un peu too much. Il faut de la musique. Tu peux jouer. Mais c'est vrai que je crois que les premiers papiers officiels qui ont été produits par le Ponton des Arts, c'est quand même des autorisations de sortie en période de Covid. C'est vrai. Parce que l'association a été créée en 2020. Michel a créé tout pendant le confinement, je pense. J'avais du temps. Qu'est-ce que tu avais et après, il y a eu le 2e confinement. Et là, c'était quand même un peu... Autant le premier, on était là, ouais, cool, on va faire plein de trucs et tout. Le 2e, il y avait encore plein de tournées qui s'annulaient. Et tout était à moitié réouvert, mais pas trop, surtout pas les lieux culturels. Donc c'était un peu... Là, c'était un peu tristoun. Et puis avec Michel, un soir, on discute et on se dit « Tiens, ce serait marrant de faire un truc quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?»
ah, on ferait pas un documentaire autour du violoncelle. Michel dit, ah, ça pourrait s'appeler Et le violoncelle dans tout ça. Ah ouais, super, trop bonne idée, machin. Et puis on commence à appeler des copains violoncellistes. On leur dit, ça vous dirait de venir jouer enregistrer, filmer et interview. Et puis, on fait un documentaire tous et toutes ensemble pour parler de ce qui se passe pour nous, là, depuis des mois et des mois avec le Covid. Et le violoncelle dans tout ça, c'était un peu un pied de nez pour parler de la culture en général et de vraiment l'impact de la crise sanitaire sur des vies de musiciens et de musiciennes, mais aussi il y a toute l'équipe technique qui est interviewée, la personne qui filme est interviewée, la personne Anaïs qui prend le son, et voilà, c'était un petit pied de nez et le violoncelle dans tout ça. Et 3 jours après, rendez-vous était pris au Lavoir Moderne Parisien qui nous ouvrait les portes. Enfin, tout le monde il y a eu une énergie trop chouette, tout le monde s'est mis à fond dans ce projet qu'on portait tous ensemble. Et chaque violoncelliste était invité à venir avec un morceau de son choix. Et donc, ça fait que dans le documentaire, on alterne des moments de musique et des moments d'échange et d'interview. Et en fait, il y a à la fois un trio baroque, du jazz, Frédéric Deville qui vient avec son violoncelle électrique, Louis Rode qui joue une strophe de Dutilleux, Amandine Robillard qui fait bac à la loupe. Et en fait, ça fait une espèce de panel de propositions autour du violoncelle qui sont vachement variées, vachement riches. Et ce qui est drôle, c'est que dans les interviews, en fait, il y en a qui étaient mais au fond du trou, évidemment, parce qu'on vivait une époque pour tout le monde très très particulière et puis très impactante aussi financièrement et tout. Enfin, et donc il y a des témoignages un peu dark et très justes et très pertinents sur la situation. Et puis il y en a qui sont refaits, qui adorent le confinement, qui en profitent pour, c'était le cas un peu d'Amandine d'ailleurs, Robillard, pour écrire son projet de chanson, qu'elle tourne en ce moment. Enfin, c'est assez merveilleux. Il faudrait qu'on fasse Et le violoncelle dans tout ça 2. Ouais. Bientôt sur le Et Olivier Schlegel-Milch, qui lui chante avec son violoncelle, lui était ravi aussi parce qu'il a écrit de la musique à ce moment-là. Enfin, c'était drôle d'avoir différents types de témoignages. Et c'est là où on s'est mis au montage vidéo, et qu'on a découvert le montage vidéo, et que c'était... Oui, c'est vrai, et c'est là aussi que le Bleu Quintet est né, oui, en fait. C'est vrai. C'est un moment où Paul est arrivé avec un de ses morceaux, lui qui jouait avec ses boucleurs depuis des années, et il a dit que ce serait l'occasion d'essayer de jouer, non pas avec moi qui me superpose tel des lasagnes, mais... Métaphore culinaire. Métaphore culinaire, toujours. Évidemment. Mais de le jouer avec des vrais violoncellistes. Et en fait, il y avait Louis, Justine, Fred, voilà, et c'est là que le Bleu Quintet est né. Cette équipe, ouais, vraiment... ouais. Ouais, c'était un beau souvenir dans cette période contrariée. Michel et Paul, un grand merci pour nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Mais merci à toi, Jeanne. On était ravis d'être là et ravis de cette interview. Merci beaucoup. Très honorée. Avec grand plaisir. Bonne continuation pour tous vos projets. Et puis, sous cette vidéo, vous trouvez tous les liens du duo Brady, du Bleu Quintet, de tout ce qui peut vous intéresser pour découvrir l'univers de Michel et Paul. Et puis, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à la poser sous cette vidéo parce qu'on sera ravis de vous répondre. Ciao à tous!